En général, pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé objet de référence ou référentiel. Donc, on dit que le mouvement et le repos sont relatifs. Exemple, si on prend la personne B, il est en mouvement par rapport à la personne A, mais il est en repos par rapport au bus. De même pour la personne C, il est en mouvement par rapport à la personne A et par rapport à la personne B, mais il est en repos par rapport au sol. Tout corps en mouvement occupe plusieurs positions. L'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son mouvement est appelé la trajectoire. Il existe trois types de trajectoires. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. C'est le cas du mouvement d'un ascenseur. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire. Et si la trajectoire est une courbe quelconque, alors le mouvement est curviligne, et c'est le cas du mouvement d'un skieur. En général, la trajectoire d'un point est relative, c'est-à-dire il est lié au référentiel choisi. Et pour les mouvements, on s'intéresse à deux types de mouvements. Mouvement de translation. Un mobile effectue un mouvement de translation si tout segment reliant deux points de ce mobile se déplace en conservant la même direction. Il y a trois types de mouvements de translation. Translation curviligne, si la trajectoire est une droite. C'est le cas du mouvement de l'ascenseur. Translation circulaire, si la trajectoire est un cercle. Et translation rectiligne, si la trajectoire est curviligne. Le deuxième type de mouvement, c'est le mouvement de rotation. Un mobile effectue un mouvement de rotation si tous ces points décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Exemple, mouvement de la Terre autour d'elle-même. Et en général, un corps en mouvement a une vitesse. Ici, on parle de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est le quotient de la distance d parcourue par la durée delta t du déplacement. Elle s'exprime par la relation Vm est égal à d sur t, c'est-à-dire la vitesse est égale à la distance sur le temps. L'unité de la vitesse dans le système international, c'est le mètre par seconde. C'est-à-dire d doit être en mètres et le temps en secondes. Et pour convertir le mètre par seconde en kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. La nature du mouvement. La nature du mouvement diffère selon la variation de vitesse et des distances parcourues pendant le même intervalle de temps. C'est-à-dire, le mouvement est uniforme lorsque sa vitesse est constante. Même distance parcourue pendant des durées successives égales. Un mouvement est accéléré lorsque la vitesse augmente, c'est-à-dire les points parcourent des distances de plus en plus grandes pendant des durées successives égales. Et le mouvement est retardé lorsque la vitesse diminue, c'est-à-dire les points parcourent des distances de plus en plus petites pendant des durées successives égales. Et lorsqu'on parle de la vitesse, on parle de la sécurité routière. C'est-à-dire, plus la vitesse augmente, plus le risque augmente aussi. Car la distance d'arrêt augmente lorsque la vitesse augmente. Et la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur perçoit
un obstacle, et l'arrêt total du véhicule. La distance d'arrêt, c'est la somme de la distance de la réaction dr et la distance de freinage df. dA est égal à dr plus df. La distance de la réaction dr, c'est la distance parcourue pendant le temps de la réaction tr. C'est le temps entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et l'instant où il commence à freiner. Et on calcule la distance de la réaction par la relation dr est égal à v fois tr. La distance de la réaction dépend de l'état du conducteur et de la vitesse du véhicule. C'est-à-dire, plus la vitesse augmente, la distance de la réaction augmente. Et plus le temps de la réaction augmente, plus la distance de la réaction augmente. La distance de freinage, c'est la distance parcourue depuis le début de freinage jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Cette distance, c'est-à-dire la distance de freinage, dépend de la vitesse du véhicule, dépend de l'état mécanique de la voiture, les freins, les pneus, etc., et de l'état de la chaussée et de la météo. Les actions mécaniques. On appelle action mécanique toute cause susceptible de déformer un corps, mettre un corps en mouvement, modifier le mouvement d'un corps, participer à l'équilibre d'un corps. Et une action mécanique est exercée par un objet appelé l'auteur sur un autre objet appelé le receveur. L'action mécanique a deux effets. L'effet dynamique, c'est mettre un corps en mouvement ou modifier le mouvement du corps. Exemple, l'action du cheval sur la charrette et l'action de la raquette sur la balle. L'effet statique, c'est mettre un corps au repos ou le déformer. Exemple, l'effet de la table sur le livre et l'effet de la main sur la pâte à modeler. Il y a deux types d'actions mécaniques. Action de contact, c'est le cas où l'auteur et le receveur sont en contact. Et l'action à distance, l'auteur et le receveur ne sont pas en contact. Dans le cas d'une action de contact, si la surface de contact entre l'auteur et le receveur est assimilée à un point, l'action est dite localisée. Exemple, l'action du clou sur le tableau. Et si la surface de contact entre l'auteur et le receveur se fait en plusieurs points, l'action est dite répartie. Exemple, l'action de la table sur le livre. Notez bien que toutes les actions mécaniques à distance sont réparties. Bilan des actions mécaniques. Bilan des actions mécaniques. Faire le bilan des actions mécaniques, c'est donner toutes les actions mécaniques exercées sur le corps, ou bien sur plusieurs corps, qu'on appelle système. On peut modéliser une action mécanique par une grandeur physique appelée force. Et la force, c'est un vecteur caractérisé par 4 caractéristiques. Le point d'application, c'est le point où s'applique l'action. La droite d'action, c'est la ligne d'action de la force, ou bien c'est la direction. Le sens, c'est l'orientation de la force. L'intensité, c'est l'apport de la force symbolisée par soit F, T, R, P. L'intensité de la force se mesure avec un dynamomètre. Et l'unité de mesure, c'est le newton.
On a dit qu'une force est un vecteur. Donc on peut représenter la force par une flèche. L'origine de la flèche représente le point d'application de la force. La direction de la flèche, c'est la droite d'action de la force. Le sens de la flèche, c'est le sens de la force. Et la longueur, elle est proportionnelle à la valeur de l'intensité de la force en choisissant une échelle convenable. Considérons maintenant un livre est en équilibre sur une table. Le livre est soumis à l'action de deux forces, l'action de la table et l'action de la terre. Pour que le livre reste en équilibre, il faut que les deux forces ont même droite d'action, sens opposé et même intensité. C'est ce qu'on appelle les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc, lorsqu'un solide est en équilibre sur l'action de deux forces, ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et sens opposé. Et on peut traduire ces caractéristiques par les deux conditions suivantes. La première, les deux forces ont même droite d'action. La deuxième, la somme vectorielle des forces F1 et F2 est égale au vecteur nul. Quelle est la différence entre le poids et la masse? Le poids d'un corps, par définition, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps. Et c'est une force à distance. On la note par le vecteur P. Le poids, c'est une force, donc elle a quatre caractéristiques. Son point d'application, c'est le centre de gravité du corps. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par G. Le sens du poids, c'est de G vers le bas. Et l'intensité P s'exprime en newton, se mesure avec un dynamomètre. Et la masse d'un corps, notée M, elle représente la quantité de matière contenue dans le corps et se mesure avec une balance. Son unité internationale est le kilogramme. La masse est une grandeur constante, c'est-à-dire invariable. Il ne dépend ni du lieu, ni de l'altitude. Mais il y a une relation entre le poids et la masse. Cette relation s'exprime par P est égal à M fois G. P, c'est l'intensité du poids. M, c'est la masse du corps. G, c'est l'intensité de la pesanteur. L'intensité de la pesanteur, c'est une grandeur qui varie selon le lieu et l'altitude. Elle s'exprime en newton par kilogramme.